mbaw yu may mbaw sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam ndax mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour. Un autre angle de traitement ce dimanche, la tenue de nos finances publiques, l'état de nos finances. Pour en parler ce dimanche, nous avons le plaisir de recevoir Abdou Aziz Dabakh Kébé. C'est un plaisir de vous recevoir à Objection et merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation, M. Kébé. Merci beaucoup, M. Gueye. Le plaisir est partagé. Pour rappeler à nos auditeurs qu'Abdou Aziz Kébé est professeur agrégé de droit public, chef du département de droit public et directeur du Centre d'études et de recherche en ingénierie juridique et financière sur le CERIF. Oui, d'abord, la portée de notre finance publique et son importance dans les dépenses publiques. Merci beaucoup, M. Gueye. Les finances publiques constituent une matière éminemment importante dans nos facultés de droit, aux côtés du droit constitutionnel, du droit administratif et du droit international public, parce que les finances publiques constituent les nerfs de l'État. Il y a un auteur qui dit que les finances publiques constituent les nerfs de l'État et de la République. C'est la carte d'identité de l'État. Si vous connaissez les politiques financières, évidemment, vous pouvez déceler ses priorités. C'est pourquoi les finances publiques constituent une discipline dans laquelle il y a beaucoup d'agrégats macroéconomiques, il y a beaucoup d'agrégats budgétaires. Alors, beaucoup d'agrégats budgétaires. Aujourd'hui, 10 ans après, il est nécessaire de nous arrêter pour faire le point. Faire le point, Abdou Aziz Kébé, c'est d'abord de parler de nos finances publiques. Dans quel état présentement se trouvent nos finances publiques de 2012 à 2023? Bon, plus ou moins bien, parce que si on prend comme situation de référence 2011 par exemple, on compare avec la gestion actuelle, il y a des progrès qui ont été réalisés, mais aussi des regrets qu'on peut constater. En termes de progrès, la situation des finances publiques était assez dégradée en 2011, avec un déficit budgétaire qui avoisine 6,7%. Parfois, dans certains documents, on dit même 8% de déficit budgétaire. Et le déficit budgétaire, lorsqu'il est élevé, cela veut dire qu'il y a plus de dépenses et moins de ressources. Le déficit budgétaire. Mais ce déficit a été redressé avant les crises exogènes à 3%, le déficit budgétaire. On avait aussi une inflation qui était importante, assez importante. Des besoins de trésorerie qui dépassaient à l'époque 300 milliards. Donc la situation, avec un taux de croissance aussi à l'époque très faible, 1,8, la situation des finances publiques donc en 2011 était assez difficile. Il y a eu... Mais si les finances étaient assez difficiles en 2011, c'est lié à quoi? À des chocs exogènes ou un problème aussi de gouvernance? Il y a un problème de gouvernance, il y a des crises aussi à l'époque interne, externe. Vous savez, il y a le contexte économique, le contexte social qui impacte la tenue des finances publiques. Mais la situation à l'époque était assez difficile. La nouvelle politique budgétaire entamée à partir de 2012 a donné des résultats assez intéressants. D'abord, le déficit budgétaire a été redressé, en tout cas jusqu'en 2018, avant les crises externes. Le taux d'inflation relativement maîtrisé à l'époque, n'est-ce pas, tournait autour de 3% entre 2012 et 2018. Le taux de pression fiscale amélioré relativement. Le solde budgétaire global, ça veut dire que nos besoins en termes d'apport extérieur de ressources aussi qui tournaient autour de 3%. Et ça sont les critères qui permettent d'appréhender la santé financière d'un pays. Ces 5 critères, ce sont les critères de convergence de l'UEMOA. Au moins, à travers ces critères, on a vu vraiment qu'il y avait des politiques budgétaires très intéressantes. Et l'augmentation surtout du volume de l'investissement. Et c'est visible à travers les infrastructures. Vous voyez aujourd'hui, par exemple, que
il y a l'extension du réseau routier et autoroutier. 31 km d'autoroute à l'époque. Aujourd'hui, on est à peu près à plus de 180 km d'autoroute avec les tronçons Diamniadio, AIBD, l'autoroute à péage, avec l'autoroute Ila Touba, etc. Donc, il y a une extension du réseau. Le volume de l'investissement a augmenté. Il y a l'augmentation aussi des dépenses sociales avec les filets sociaux, CMU, couverture maladie universelle, les bourses de sécurité familiale, etc. Donc, des politiques budgétaires en matière économique, en matière sociale, vraiment qui ont donné des résultats assez importants en termes de tenue des finances publiques. Oui, mais il est important d'indiquer justement ce volume d'investissement. Aller chercher aussi d'où nous provient l'argent, c'est nous permet de parler de l'endettement quelque part. Qu'est-ce que ça prévaut en termes d'endettement? Vous savez, la dette est un sujet très difficile à aborder parce qu'il y a plusieurs paramètres à faire, à intégrer. En 2000, par exemple, 2000, on était à 76% de taux d'endettement. 2000. Oui, en 2000. 76% de taux d'endettement. C'est-à-dire qu'on avait dépassé même le critère de l'UEMOA. Ah oui, en 2000. En 2011, la dette aussi, elle était importante. Elle tournait autour de 20%, parce qu'après, il y a eu il y a eu les initiatives qui sont allées dans le sens d'alléger la dette. Aujourd'hui, la dette, elle tourne autour, dans les documents officiels, par exemple dans le DPBEP, autour de 67%. Et en perspective, la dette devrait se stabiliser. Quand on parle de se stabiliser, c'est autour de combien? Ne pas dépasser 70%. 67% maximum. C'est ça. Oui, mais ce seuil-là est assez important en termes d'endettement. Oui, vous savez, dans les théories économiques, il y a certains auteurs aussi qui pensent que le plafond n'est pas important. Ce qui est important, c'est l'utilisation qui est faite de la dette. La solvabilité et la capacité du service de la dette. Ce qui est encore intéressant, c'est que la politique de mobilisation des ressources extérieures a été bien réfléchie. Les taux d'intérêt à l'époque, par exemple, le rebond de 2011, je crois, c'était des taux de 11%. Il y a eu des dettes qui ont été contractées après en 2018 avec des taux d'intérêt. C'est très élevé. Oui. Oui, j'ai dit à l'époque, en 2011. Oui. Mais même présentement, il est question justement d'aller recourir à des emprunts sur le marché international avec des taux prohibitifs. Oui, Aziz. Oui. La politique de mobilisation des ressources externes. Oui. Il y a eu des bons très importants, mais il y a des limites. Les bons qui sont très importants, c'est que le taux d'accroissement annuel de la dette a diminué. 14%, 21%. Vous voyez, 21%, 14%. 21% durant la période 2011 jusqu'à l'arrivée de la nouvelle politique budgétaire. Mais ce taux a baissé. Et ce taux d'intérêt est important. L'utilisation de la dette aussi, elle est une question très importante. Et on a vu que notre dette dans les documents officiels a été utilisée pour 30% dans le secteur du transport, 11% pour l'agriculture, etc. La politique énergétique aussi a pris en compte, a été vraiment une politique assez intéressante parce que les ressources aussi ont été injectées dans le secteur de l'énergie. Oui. Donc sur le plan des politiques budgétaires, des indicateurs macroéconomiques, la tenue des finances publiques de 2012 à 2022 a été relativement correcte. Sur le plan des indicateurs budgétaires et macroéconomiques. Oui, encore qu'il y a quand même des gros d'étranglement. Oui. De ce point de vue, vous avez identifié les contraintes liées justement à des problèmes de gouvernance également. Oui, évidemment. Ça c'est un vrai problème, la gouvernance, la gestion des deniers publics. Vous avez vu, je lisais ce matin un rapport de la Cour des comptes du Sénégal en 2010 dans l'affaire du plan Diakhaï. Et dans ce rapport, il est dit par exemple que c'est l'achat des machines brésiliennes, les machines qui ont été achetées à hauteur de 410 millions et qui n'ont jamais été utilisées. Vous avez vu récemment le rapport Covid-19 dans lequel la Cour des comptes a révélé des infractions qui sont très importantes. Absence de pièces justificatives, n'est-ce pas, absence de NINEA. Donc des infractions qui reviennent et qui sapent notre démocratie. C'est lié à quoi? Il y a plusieurs facteurs, je crois. Il y a plusieurs facteurs. Il y a d'abord la faiblesse de notre dispositif en termes de jugement des comptes, en termes de juridiction financière.
parce que les sanctions prévues dans certains cas sont très faibles en cas de faute de gestion. Oui, par exemple, parce que vous êtes le directeur du Centre d'études et de recherche en ingénierie juridique et financière, le CERIF. Vous avez quand même assez étudié et examiné ces contraintes en question. Sur le plan des solutions à apporter, qu'en est-il réellement? Oui, il faut changer de perspective. Oui. Il faut par exemple... Mais d'abord le constat qui a été fait. Le constat en termes de gouvernance, il y a un problème de redevabilité. Il y a ensuite un problème de transparence. Sur le premier point, la redevabilité, vous savez très bien que la Cour des comptes, qui est l'institution supérieure de contrôle des finances publiques, a des compétences limitées. La Cour des comptes, par exemple, au terme de l'article 157 de la loi organique, n'a pas de juridiction financière sur les ministres. Et ça, c'est une limite. Quand même par rapport à aujourd'hui aux pratiques internationales dans certains pays comme le Portugal ou l'Italie, la Cour des comptes a la possibilité de juger les ministres. Ça, c'est vraiment une limite dans notre système de gestion. C'est parce que bon, les ministres bénéficient d'une certaine immunité constitutionnelle, etc. Ça, c'est lié à notre tradition démocratique. De sorte que les pouvoirs de la Cour, de ce point de vue, sont limités, même s'il faut reconnaître ces dernières années qu'on a augmenté ses moyens en termes de recrutement des magistrats, mais ses compétences sont assez limitées en termes de jugement, n'est-ce pas, des ministres, des autorités politiques, notamment ce qu'on appelle les ordonnateurs politiques. Ça, c'est une limite dans le cadre de la reddition des comptes. Il y a aussi des limites de transparence. L'information en finances publiques n'est pas complètement disponible. Mais pourquoi? Dans certains pays, tout est perceptible, visible sur la place publique. Mais ici, ce n'est pas le cas. À la limite, on vous oppose, estampillé confidentiel. Oui, mais ces dernières années, on est dans le budget programme. Et dans le budget programme, on a adopté le code de transparence. L'État fait des efforts très importants. Il y a une documentation financière très dense, accessible en ligne. Oui, mais on est très en retard quand même. Je veux dire, dans le budget programme, on est encore en retard. Non, je veux dire, il y a une information financière disponible en ligne et en temps réel. Et ça, c'est important. C'est lié aux réformes des finances publiques. Mais je disais que toute l'information financière n'est pas disponible. Par exemple, on ne connaît pas les bénéficiaires des fonds politiques. Il n'y a pas de contrôle comme en France où on a créé des organes pour contrôler l'utilisation qui est faite. Des fonds publics, c'est important. Des fonds politiques. Par exemple, ça, c'est une limite. Vous prenez la déclaration de patrimoine. Vous ne connaissez pas le patrimoine des ministres. Pas du tout. Pourtant, il y a cette déclaration qui est faite et qui est reçue par l'OFNAC, mais qui n'est pas rendue publique. La déclaration de patrimoine. Est-ce que légal? Le fait de ne pas rendre public cette déclaration. Oui, c'est pas illégal parce que la loi n'impose pas cette publicité. La loi dit que le principe, c'est qu'il faut déclarer son patrimoine. La loi sur la déclaration de patrimoine, la loi de 2014. Ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. Ailleurs, le patrimoine est rendu public, comme au Niger, comme au Burkina. Ça, c'est une limite. Le champ des personnes assujetties à la déclaration de patrimoine est aussi très limité par rapport à d'autres pays comme le Burkina, où vraiment les autorités exécutives, les autorités législatives et les autorités judiciaires déclarent leur patrimoine. Surtout judiciaire aussi. Les sanctions sont très faibles dans notre droit positif. Vous savez, dans certains pays comme le Bénin ou le Cameroun, quand vous ne déclarez pas votre patrimoine, on peut vous sanctionner pénalement. Et parfois, vous êtes inéligible. Ici, les sanctions, c'est des sanctions financières qui peuvent aller jusqu'à doubler le traitement annuel de l'agent, ou vraiment on vous fait perdre la position qui a fait naître la déclaration de patrimoine. Donc ça, c'est des limites de notre droit positif qui font que, en termes de reddition des comptes, en termes de redevabilité, on a encore du chemin à faire. On a encore du chemin à faire, mais aussi autre problématique majeure, c'est l'évasion fiscale également. Au niveau de votre centre, la problématique a été examinée pour retenir également quoi? Oui, l'évasion fiscale, la fraude fiscale, les flux financiers illicites. Le CERIF permettez-moi de le dire, a fait quelques études sur ces problématiques. Quelle est la situation? C'est la problématique générale de l'intégralité de notre assiette. Vous savez, selon M. Gueye, selon les statistiques de la Direction générale des impôts et des domaines, il y a peu de contribuables qui payent l'impôt. N'est-ce pas? Si vous prenez
les statistiques qui ont été données dans le programme Yatal, elles montrent clairement que notre assiette elle est approximative, que le potentiel fiscal n'est pas suffisamment exploité. Le potentiel fiscal n'est pas suffisamment exploité. Et la conséquence, c'est que quand votre potentiel fiscal n'est pas suffisamment exploité, la conséquence, c'est que vous serez recours à l'endettement. Donc, la problématique de l'évasion fiscale, la problématique de la fraude fiscale, ces données interpellent notre intégrité de l'assiette. Maintenant, il y a des politiques qui ont été enclenchées au niveau de la DGID, par exemple, c'est la stratégie de recettes à moyen terme. Au niveau de la douane, il y a le programme de modernisation de l'administration des douanes qui devrait à terme améliorer le niveau de mobilisation des recettes. La DGID, par exemple, et ça c'est très intéressant, en 2022, c'est 2000 milliards, rien que la DGID. 2000 milliards de recettes collectées. La douane qui fait plus de 1000 milliards aussi de recettes collectées. Notre budget a doublé. Et ça aussi, j'avais oublié de le mentionner. Entre 2012 et 2022, le budget a triplé. Parce qu'on va vers 7000 milliards de budget. Et en termes de mobilisation de recettes fiscales, les recettes fiscales ont doublé. Ça veut dire qu'il y a des efforts. Quand vous dites que le budget a triplé, c'est en termes de projection, tout simplement. Oui, vous savez, en 2023, c'est 6411 milliards. 2023, le budget qu'on est en train d'exécuter. 6411 milliards de budget. C'est quand même un effort important. Mais on peut encore au moins recouvrer 1000 milliards. Ah, comment? Oui, parce qu'il y a beaucoup de pertes de recettes. Oui. C'est lié aux exonérations fiscales, oui. Non, encore que, bon, on peut considérer que oui, parce que là, essentiellement, ça pose problème. C'est vraiment, sur la place publique, il y a beaucoup d'exonérations, en réalité, oui, qui posent problème. On tourne autour de 900 milliards. En termes d'exonération? Mais, oui. Vous dites 900 milliards? Oui, c'est ça. On tourne autour de 900 milliards. Mais ça, c'est quand même un manquement. Mais l'exonération fiscale, en soi, dans la théorie de l'impôt... Mais est-ce que vous convenez que quand même, ça pose problème? Oui, je suis en train de vous expliquer que... Mais est-ce que vous êtes d'accord que, en tant que spécialiste, ça pose problème dans un État en développement comme le nôtre, d'en arriver à une exonération de 900 milliards? Je veux dire, l'exonération fiscale, si vous regardez la structure d'une exonération fiscale, en soi n'est pas une perte de recettes. C'est l'État qui renonce à percevoir des impôts pour une raison économique ou sociale. Et l'essentiel des exonérations que nous avons, c'est des exonérations à caractère social. Voyez l'analyse donc. Oui. Voyez l'analyse. Oui, les Sénégalais vous écoutent, les auditeurs de façon générale vous écoutent. Mais c'est ça. Et aimeraient savoir quelle est la réalité en tant que spécialiste, oui, sur la nature de ces exonérations. Oui, comme je dis, c'est des rapports, hein? C'est des rapports, c'est des données, c'est des statistiques. Hein? Je dis, l'exonération fiscale, c'est un moyen de politique économique. Ça, toutes les théories économiques montrent que l'exonération fiscale est un moyen vraiment de politique économique et sociale. N'est-ce pas? On vous exonère sur des produits alimentaires. Si vous prenez le code général des impôts, certains produits alimentaires sont exonérés de TVA. Ça, c'est des politiques, c'est une politique sociale qui est optée par l'État du Sénégal. Maintenant, il faut surveiller le retour de l'exonération fiscale. Est-ce que, c'est ça la problématique, est-ce que les exonérations fiscales qui ont été accordées ont donné les résultats escomptés? Il faut vraiment une évaluation très sérieuse pour pouvoir exactement... Vous avez les résultats, non? Pour pouvoir exactement dire la portée de ces... Vous avez les résultats, ça donne quoi? C'est que sur le retour, oui. Déjà, je vous ai signalé que 70% des exonérations fiscales dans les rapports, c'est des exonérations à caractère social. Oui. Le reste, c'est des exonérations à caractère économique. Vous voulez importer des produits, on vous exonère à la TVA, n'est-ce pas? Mais est-ce que l'exonération fiscale a donné les résultats escomptés en termes d'emploi, en termes de création de richesses? Ça, c'est encore une problématique, n'est-ce pas, sur laquelle il faut réfléchir. Donc, globalement, il y a une bonne politique de mobilisation des recettes, mais cette politique doit être relativisée. Parce que nous avons des pertes de recettes, parce que l'assiette fiscale n'est pas suffisamment maîtrisée. L'administration fiscale n'est pas dotée d'assez de moyens. Vous prenez les inspecteurs des impôts, c'est moins de 300 inspecteurs des impôts. Là où la Tunisie en a 1000, vous prenez les inspecteurs des douanes aussi, vous tournez autour de ces chiffres. Ça veut dire quoi? Qu'il faut encore renforcer les moyens de l'administration pour avoir un taux de pression fiscale vraiment qui est digne de nos capacités de collecte.
Oui, nous restons dans le champ de la gouvernance. Vous avez parlé du taux d'endettement, vous avez parlé de la masse salariale et vous avez parlé de la pression fiscale. Aujourd'hui, en tant que critère de convergence de l'UEMOA, est-ce que le Sénégal est à jour? À jour, est-ce que le Sénégal, autrement dit, est-ce que le Sénégal est en phase avec ces critères? Oui. Si vous prenez la période de 2012 jusqu'en 2018, il y a eu des efforts pour respecter ces critères de convergence. Parce que j'ai dit tout à l'heure que le solde budgétaire global, c'est-à-dire qu'en 2011, tournait autour de 6,7, voire 8%. 8%, oui. Le déficit, 6,7, 8%. C'est important. Ce déficit a été ramené à 3% jusqu'aux années 2018, avant la Covid-19. Oui. Avec la Covid-19, le déficit a doublé. On est passé de 3 à 6%. Soit à l'époque 400 milliards, 3%. Et présentement. Et 800 milliards, n'est-ce pas, en 2000, avec la Covid-19, le déficit. Avec les crises exogènes, c'est ça là, c'est ce qu'il faut dire. Le gouvernement du Sénégal a créé par exemple le fonds force Covid-19 doté de 1000 milliards. Cela a créé le déficit, n'est-ce pas? Et le déficit a doublé et allé jusqu'à 6%. Il y a aussi la guerre russo-ukrainienne qui a impacté. Et ça aussi, il est bon d'expliquer en quoi l'impact de cette guerre, justement, sur notre économie. Parce que vous savez que 60% du blé que nous consommons les 60% proviennent de la Russie, 40%, et de l'Ukraine. Et lorsque il y a une rupture des chaînes d'approvisionnement, cela va impacter le pouvoir d'achat des ménages. C'est pourquoi c'est la question des subventions. Les 650 milliards de subventions qui ont été données, c'est justement pour pallier ce problème de prix, de pouvoir d'achat, les subventions qui ont été données. Donc, il y a aussi le pétrole. Le prix du baril du pétrole a doublé. Et quand le pétrole augmente, la conséquence, elle est brutale. Le pétrole qui augmente, c'est l'énergie qui augmente, c'est les factures d'électricité également qui augmentent, c'est les factures des entreprises qui augmentent et cela se répercute sur la consommation. C'est clair. Donc, l'option de l'État du Sénégal, c'est de dire, ok, soit je respecte la vérité des prix, auquel cas cela va être très difficile. Engendrer des augmentations. Voilà. Donc, il y a eu tellement de facteurs exogènes qui n'expliquent pas tout, qui n'exonèrent pas tout. Il y a des facteurs exogènes quand même qui ont fait que la tendance de notre croissance, la maîtrise de l'inflation, la maîtrise du déficit, tous ces critères ont été remis en question. D'ailleurs, lui et moi, en un moment, étaient obligés de geler le respect des critères. D'autres États, non. Dans d'autres États, par exemple, avec la Covid-19, dans certains pays, ce qui a été décidé, c'est de diminuer les salaires des agents publics. Pour l'État du Sénégal, c'est le fonds force Covid-19, n'est-ce pas, qui a été doté de 1000 milliards. Donc, pour les critères de convergence, le solde budgétaire, le déficit, le critère relatif au déficit, relativement maîtrisé, l'inflation relativement maîtrisée, mais ces dernières années, l'inflation a augmenté. On a parlé de 8%, de 4%. Ça a augmenté. Mais dans les perspectives économiques données par l'administration, l'inflation devrait se stabiliser à l'horizon 2024-2025. Oui, on parlait de perspectives. Mais ça, c'est des perspectives. Oui, on est sur de rien, là. Oui, on est pas sur une perspective assez inquiétante, avec des élections qui arrivent. Mais de ce point de vue, quand même, post-Covid-19, rien n'est sûr. Oui, oui. Il y a quand même des risques. Oui. La situation économique, et ça c'est mondial, est assez difficile. Cette guerre lointaine, qui est lointaine, a eu des impacts sur nos factures. Et là, c'est vraiment lié à notre absence de souveraineté alimentaire aussi, de politique industrielle. Justement, vous êtes spécialiste du droit finance, mais il est bon de questionner nos choix politiques, nos choix économiques également. Aujourd'hui, vous avez parlé d'un besoin de souveraineté alimentaire, mais on en est loin. Est-ce que c'est ce qui explique ce à quoi nous assistons aujourd'hui en termes de contraintes? Oui, en partie. Oui. Même si je ne suis pas économiste de formation, oui, c'est pour ça que... je sais que dans mes lectures, la souveraineté alimentaire, c'est aussi une bonne politique industrielle. N'est-ce pas? Notre importation est très, très importante. Et comme on est dépendant de l'extérieur, lorsqu'il y a des crises exogènes, on est obligé
de subir ces facteurs externes. Ça aussi, c'est des chantiers sur lesquels l'État du Sénégal a des défis réels. Vous avez parlé de contexte lié à des craintes existentielles, me diriez-vous, mais c'est des craintes aussi réelles. Cette recherche de financement dans les marchés internationaux expose le Sénégal à des taux d'intérêt élevés. Aujourd'hui, des taux de 10%, taux prohibitifs. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est des taux élevés. Oui. Parce qu'en 2018-2017, on a eu des taux de 4%, de 5%. Parce que les critères, les clignotants n'étaient pas au rouge. Vous savez, en matière de politique d'endettement aussi, c'est ça. C'est votre capacité à rembourser, c'est la stabilité du pays. Il y a énormément de facteurs qu'il faut tenir en compte pour, n'est-ce pas... Et le non-respect des engagements, vous devez vous rattraper. Par exemple, dans le projet Woodside, on était obligé, dû à non-respect d'engagement, d'aller chercher de l'argent pour un peu compenser. Oui, on peut le dire. En tout cas, en termes de mobilisation des ressources extérieures, en termes de taux d'intérêt, on a eu de bons taux d'intérêt. 4%, 5%. Ce n'est pas le cas actuellement. Ces dernières années, bon, ça, je viens de l'apprendre. Maintenant, quand la situation économique du pays est difficile, quand il y a de l'instabilité, tout cela peut impacter le taux d'intérêt. Vous avez parlé d'impact sur nos finances, mais aussi sur la consommation. Dans les perspectives économiques, parce qu'on n'a pas encore la loi de finances pour 2024. Je veux dire la loi de finances de l'année, le budget pour 2024. Mais ce qui est clair, c'est que dans les lois de finances antérieures, l'État a mobilisé beaucoup de recettes pour les subventions. C'est pour diminuer un peu les factures. Hein? Parce que quand il n'y a pas de... comme je l'ai dit tout à l'heure, si l'État applique la vérité des prix, cela peut être très difficile pour les consommateurs. Mais les subventions aussi posent d'autres problématiques. Parce que c'est des dépenses de substitution. Et dans les projections, l'État est dans une perspective de diminuer les subventions. On avoisine plus de 200 milliards de réduction de subventions. Parce qu'aussi, il y a des pressions extérieures qui font que... Voilà. Les partenaires surtout. Parce que vous savez, l'inflation dans une économie capitaliste, entre guillemets, est très normale. Mais la politique de l'État, c'est d'accorder ces subventions. N'est-ce pas? Parce que s'il n'y a pas de subventions, ça peut être difficile. C'est ce qui a justifié aussi l'augmentation des salaires. Parce que quand vous augmentez les revenus des agents, vous augmentez la consommation, vous augmentez le carnet des entreprises, parce que la commande va augmenter. Donc, par un effet de boule de neige, n'est-ce pas, alors que l'agent qui a bénéficié d'une augmentation de salaire pense agir pour lui, il agit en réalité pour tout le cycle économique. Donc ça aussi, c'est des politiques budgétaires qui ont été entamées. Vous avez vu, c'est l'ordre de plus de 120 milliards, l'impact sur les salaires. Ce qui fait que finalement, vous voyez les critères. La masse salariale va augmenter. Le taux d'endettement va augmenter. La masse salariale, on dépasse la norme. En tout cas, les derniers chiffres à ma disposition, c'était au moins 40%, alors que le critère, c'est 30%. La dette aussi va augmenter. Et quand la dette va augmenter aussi, vous voyez la conséquence sur les finances publiques. Mais là, c'est des choix budgétaires de l'État. C'est des choix budgétaires, mais ces choix doivent être mesurés. Ces choix doivent être très réfléchis. La politique d'endettement aussi doit être bien mesurée, notamment en négociant les taux d'intérêt, avoir de bons taux d'intérêt. Et voilà. Et justement, l'État est-il rattrapé par la vérité des prix aujourd'hui? En tout cas, dans les perspectives, il est dit que l'État va diminuer les subventions. Ces dernières années, l'État vraiment a été un État-providence de ce point de vue. En tout cas, sur les prix, l'État a joué un rôle important. Mais vous savez aussi, les subventions posent d'autres problématiques, n'est-ce pas? Ce sont des dépenses de substitution. Et en théorie économique, il y a des auteurs qui ne sont pas d'accord avec la logique des subventions. Parce que bon, ils pensent que... On en a débattu ici plusieurs reprises, quel que soit le pas. Vous êtes rattrapé par l'OTAN, justement. Et de ce point de vue, les subventions aujourd'hui, si vous les arrêtez, ce que ça crée comme impact sur le panier de la ménagère, ça également, c'est à analyser. Cela veut dire qu'il faut encore dégager d'autres marges budgétaires, notamment sur le train de vie. Le train de vie de l'État. On peut dégager d'autres marges. Vous savez, le président de la République avait alerté sur les factures de téléphone, 300 milliards à l'époque. N'est-ce pas? Vous voyez, si vous prenez notre budget,
les salaires, c'est 1000 milliards. Vous avez les dépenses de fonctionnement aussi, c'est 1000 milliards ou même plus. Vous avez la dette, n'est-ce pas? Amortissement et charge de la dette, vous êtes à 1200 milliards. Vous voyez que oui, le train de vie de l'État vous voyez que ici, est très élevé. Vous voyez qu'ici, c'est très difficile en termes de... On peut, en tout cas, c'est ce qui a été dit dans le PSE. Dans le PSE, Oui. on avait dit que l'État va dégager des marges budgétaires en réduisant son train de vie, c'est la loi des finances rectificatives, Oui. 2012 ou 2013, dégager des marges et l'argent collecté devrait permettre de financer les dépenses sociales. Par exemple, 2018, c'était 58 milliards d'économies budgétaires. Donc, il faut continuer à réduire, à rationaliser les dépenses publiques. C'est le mot, rationaliser. Et justement, le budget programme a pour objectif, justement, de rationaliser la dépense publique. Parce qu'avec le budget programme, l'essentiel n'est pas de dépenser, mais de bien dépenser. Avec le budget programme, tous les crédits budgétaires devraient être justifiés. Parce que vous savez, depuis 1960, nos dépenses ont été réparties à des services sans objectif précis, sans indicateur de performance, n'est-ce pas, sans résultat bien identifié. Mais désormais, si on applique bien la logique du budget programme... c'est l'application ici qui pose problème. Oui. Il y a des points importants du budget programme qui sont en train d'être mis en œuvre. Aujourd'hui, je vous parle de projection. C'est parce que il y a le DPBEP, le document de programmation budgétaire économique pluriannuelle, qui vous permet de connaître les ressources de l'État sur le moyen terme, les dépenses sur le moyen terme, Exemple. les ressources des organismes publics, des collectivités territoriales, n'est-ce pas, des autres organismes aussi, comme ceux du secteur parapublic. Donc, on peut rationaliser les dépenses en appliquant de façon efficace la logique du budget programme pour encore dégager des marges budgétaires, pour avoir de la souveraineté budgétaire. Et de ce point de vue aussi, aujourd'hui, dans les projections, on a 90% de souveraineté budgétaire. C'est-à-dire que les dépenses financées sous ressources internes. De ce point de vue, ce sont des statistiques qui peuvent promettre en tout cas des lendemains meilleurs. Oui, un nouveau gouvernement est attendu. Vous avez parlé de rationaliser les dépenses publiques. La taille aussi du gouvernement est également à rationaliser, non? Oui. Vous savez, avec la logique du budget programme, le ministère doit être justifié par un programme. On ne peut plus créer théoriquement des ministères sans pour autant que ces structures épousent des programmes. Le programme, c'est quoi? Le programme regroupe des crédits destinés à mettre en œuvre une politique publique. N'est-ce pas? Le programme. Oui, exactement. Si on applique bien le budget programme, c'est le système des, comme on dit, hire and fire. C'est-à-dire que vous êtes efficace, vous restez dans le gouvernement, vous avez donné les résultats, vous restez dans le gouvernement, mais cela n'est pas vraiment appliqué. Si vous voyez bien l'ossature du gouvernement, la taille... Mais il est bon quand même de nous expliquer un peu, pour nous permettre de mieux comprendre dans le cadre du budget programme par rapport à des ministères dont le rôle, c'est justement d'appliquer ces règles-là. Aujourd'hui, lorsque vous jetez un coup d'œil en termes de bilan ou d'évaluation de l'équipe gouvernementale sortante, quel résultat pourrait-on attendre? J'ai pas évalué en tout cas. J'ai pas encore évalué en termes de politique publique. J'ai pas fait ça. Mais ce qui est clair, c'est que si on applique la logique du budget programme, on peut avoir, n'est-ce pas, un gouvernement à taille restreinte. Combien, par exemple, de ministres pour un pays comme le Sénégal? Bon, je sais pas. Je sais pas, mais voilà quoi. On peut avoir un gouvernement à taille restreinte, avec des politiques publiques bien définies, avec des résultats attendus, avec des indicateurs de performance, et que votre maintien dans l'agenda gouvernemental dépend des résultats. Voilà, c'est ça la logique du budget programme qui remplace théoriquement qui aurait pu permettre au président d'avoir un bon critère d'appréciation. Voilà, parce qu'on vous donne des programmes. Vous prenez le ministère de la Santé, on vous donne des programmes. Santé de référence, santé de base, protection sociale. Vous avez 3 programmes. Pour chaque programme, il y a des actions et des activités. Et pour chaque programme, il y a les crédits qui sont budgétisés en dépenses de personnel, en dépenses de biens et services, etc., etc. Et à la fin, on vous attend. Et en début d'année, vous avez le PAP.
le projet annuel de performance. Après, vous avez le rapport annuel de performance. Oui, c'est vraiment bien théorisé. Mais parfois, l'application... Mais justement, quel serait le rôle de l'Assemblée nationale dans le cadre d'évaluation de ces politiques publiques? On a augmenté les pouvoirs de l'Assemblée nationale dans le cadre du budget programme. À plusieurs niveaux, il y a un débat d'orientation budgétaire qui se tient au mois de juin. Vous savez, l'Assemblée nationale dit souvent qu'elle n'est pas associée au processus budgétaire. Parce que dans notre système juridique, seul le ministère des Finances élabore le projet de loi de finances. Dans d'autres pays, Mozambique, Kenya, vous voyez que même la société civile est invitée. Impliquée. Oui. Tel n'est pas le cas. L'Assemblée nationale n'est pas très impliquée. Mais dans la réforme, il y a le débat d'orientation budgétaire. Mais surtout, il y a ce qu'on appelle les rapports trimestriels d'exécution des lois de finances. Il y a un contrôle périodique du budget. Et la documentation aussi, elle est disponible en ligne. Mais cela suppose aussi de renforcer les capacités des parlementaires, vraiment pour qu'ils puissent s'approprier ces documents budgétaires, n'est-ce pas, qui sont très utiles dans le cadre du contrôle. Parce que le rôle d'une Assemblée nationale, c'est faire la loi. Oui, c'est également bon d'évaluer l'Assemblée nationale. Justement, de ce point de vue, est-elle en train de remplir son rôle relativement par rapport à sa fonction d'évaluation de nos politiques publiques? Faiblement. De mon point de vue, faiblement. Le rôle de l'Assemblée en termes... Qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui n'a pas été fait? Parce que pour évaluer les politiques publiques, je vous ai dit que les politiques publiques aujourd'hui sont découpées en programmes budgétaires. Ça, c'est les finances publiques. Les politiques publiques sont découpées en programmes budgétaires. Il faut avoir une Assemblée assez outillée pour pouvoir contrôler l'activité gouvernementale. Tel n'est pas le cas. Nous, en session, parfois, avec les députés, vous vous rendez compte que parfois, les capacités sont faibles. Quand vous faites une formation, vous faites ça en français, parfois en Wolof, etc. Ça dit quoi? Il faut renforcer les capacités de nos parlementaires. Parce que le texte dit, la loi organique, la loi dit que le règlement intérieur plutôt, que le député, c'est le représentant qualifié de la nation. Et pour ça, il faut avoir ces outils. Donc, il y a vraiment des possibilités encore, en termes de tenue, pour revenir à la question de base, de renforcer les pouvoirs de l'Assemblée, de renforcer aussi les collectivités territoriales. L'acte 3 de la décentralisation. De renforcer les finances des collectivités territoriales. Les recettes des collectivités territoriales relativement faibles, autour de 200 milliards. Il y a eu des réformes maintenant. Il y a certaines réformes quand même très importantes comme la contribution économique locale, la CEL, qui aujourd'hui permet aux collectivités, à toutes les collectivités territoriales, d'avoir des revenus, vraiment, à travers des critères de répartition qui ont été... Mais la réalité est tout autre quand même. Oui, la réalité c'est que les finances locales, il n'y a pas assez de ressources. Les ressources à disposition ne permettent pas de prendre en charge les questions de développement local. Il y a des transferts qui ont été augmentés, il y a la réforme de la CEL, il y a une réforme de la fiscalité locale en cours, parce que nous avons un système de fiscalité locale qui a un caractère vieillot, qui date de l'époque coloniale. Il y a des impôts dans la loi 2013-10 portant code général des collectivités territoriales et des taxes qui ne sont pas recouvrées. Parce que c'est des taxes qui ne sont plus adaptées à la réalité économique. Donc il faut revoir le système fiscal local. Il faut réviser le code général des collectivités territoriales pour augmenter les capacités financières de ces... Surtout dans un contexte à forte exploitation de ressources. Aujourd'hui, les zones dans lesquelles ces ressources sont exploitées sont des zones réputées extrêmement pauvres aujourd'hui. Comment expliquez-vous ce paradoxe? Il faut tout simplement surveiller la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Parce que quand même, il y a des efforts du gouvernement, dans la Constitution, etc. Les ressources naturelles appartiennent au peuple, le partage des recettes. Le Sénégal aussi est premier en termes de transparence, en termes de respect de la norme utile. Il y a quand même des efforts. Mais il faut davantage... mais quand on creuse en profondeur, on se rend compte qu'il y a des incohérences quand même. Oui, il y a des limites. Il y a vraiment des limites, quoi. Il y a des limites sur lesquelles l'État est obligé de travailler pour que les ressources naturelles puissent donner du bonheur aux Sénégalais. Dans certains pays comme au Niger, la répartition est quasiment faite par la Constitution. Ouais, ça donne plus de force, n'est-ce pas, à la gestion des ressources naturelles. Dans certains pays aussi, en Afrique centrale, en prêtant serment, le président, il jure
de ne jamais utiliser les ressources naturelles à des fins personnelles. Et ça, c'est très intéressant. On pourra revenir sur ça dans les perspectives Oui. de réformes envisageables. Ça va être la dernière partie de l'émission, mais en attendant, parlons également du panier de la ménagère. Abdelaziz Dabar Kébé, aujourd'hui, oui, le Sénégalais trinque pour payer sa facture d'électricité, trinque pour justement se nourrir. Les prix des denrées de première nécessité sont très chers. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure aussi de la rentrée des classes. Oui, ce contexte-là, comment vous l'expliquez sur le plan économique? En tout cas, c'est un contexte difficile. Sur le plan économique, les explications données dans les lois, ce sont les crises externes. En tout cas, théoriquement, c'est l'argument qui est avancé et qui reste quand même un argument solide. La guerre russo-ukrainienne, la Covid-19 a impacté négativement nos finances publiques. Mais il y a d'autres facteurs sur lesquels on a déjà échangé. Tout à l'heure, on parlait de rationalisation des dépenses de l'État. Mais de ce point de vue, parlons des fonds politiques parce que ces fonds suscitent également interrogation. Qu'en pensez-vous? Est-ce que aujourd'hui, dans l'état actuel de notre économie, il est légitime justement de favoriser ces fonds politiques? Bon, chacun peut donner son point de vue. Est-ce que les fonds politiques sont nécessaires ou pas? Ça, c'est une question d'opportunité, n'est-ce pas? De nécessité. Mais en termes de droit des finances publiques, entre 2012 et 2017, c'est plus de 100 milliards de fonds politiques. Et le problème dans ces fonds... Sans aucune redevabilité. Le problème dans ces fonds, c'est d'abord les bénéficiaires qui ne sont pas identifiés. Et c'est pour ça que je dis la transparence pose problème par rapport à ces fonds politiques. Dans certains pays, il n'y a pas de fonds spéciaux, il n'y a pas de fonds politiques. En France, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé une commission pour contrôler. Une commission dans laquelle... On voit ce fonds. Il y a la Cour des comptes, l'Assemblée nationale, etc. On n'a pas encore ce dispositif, n'est-ce pas? On peut connaître les montants, ce n'est pas confidentiel, on peut connaître les montants, même sur Internet, si vous Bien regardez. sûr. Oui. Mais les bénéficiaires ne sont pas connus et les règles classiques d'exécution du budget 100 milliards comme fonds politiques, c'est sont énorme. infléchies. Les règles classiques d'exécution du budget sont infléchies, sont tempérées, notamment une règle sacro-sainte qu'on appelle la règle de la séparation des ordinateurs et des comptables, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est dans notre droit positif. Ce n'est pas illégal, c'est prévu par la réglementation. Maintenant, en termes d'opportunité, voilà, chacun peut donner son point de vue sur la pertinence ou pas de ces fonds politiques. Le problème est moins la nécessité, encore moins la transparence dans l'utilisation de ces fonds. Mais on peut créer une commission, on peut s'inspirer du droit français, créer une commission qui va permettre de contrôler l'utilisation. Parce qu'il s'agit de l'argent du contribuable. De deniers publics. Oui. Et le code de transparence de l'UEMOA est très clair. Qui dit quoi? L'argent collecté doit suivre un principe très simple, le principe de redevabilité. Parce que vous savez que, je vous ai dit que c'est 3500 milliards de recettes fiscales d'impôts. 3400, n'est-ce pas, milliards de recettes fiscales. Et en partie, ce sont les recettes indirectes, les recettes de consommation. Cela veut dire quoi? Si la pression fiscale peut être faible, parce qu'on n'utilise pas assez de potentiel, mais elle est forte sur les ménages. Vous voyez un peu. Donc, c'est très normal qu'on puisse demander, en termes de redevabilité, l'utilisation qui a été faite de ces fonds politiques ou de ces fonds spéciaux. Voilà qui nous amène à parler de perspective pour rappeler que nous recevons ce dimanche Abdelaziz Dabar Kébé, professeur agrégé de droit public, chef du département de droit public et directeur du centre d'études et de recherche en ingénierie juridique et financière, le CERIF. Vous êtes également le président de l'association sénégalaise de droit constitutionnel. Abdelaziz Kébé, la perspective, dessinons-la aujourd'hui. Oui, que faut-il faire ou comment faudrait-il faire pour améliorer la tenue de notre économie? D'abord, il faut continuer les réformes. Oui. Le référendum de 2016 est une révision très importante, consolidante de la démocratie sénégalaise. Il faut encore continuer les réformes. Augmenter les dispositions
financière dans la Constitution. Vous savez, dans la Constitution du Sénégal, il y a peu de dispositions qui évoquent des questions de finances publiques. Il faudra, à l'horizon 2024, créer un chapitre dédié aux finances publiques, comme cela se fait dans beaucoup de démocraties. Et avec quel contenu? Dans ce dispositif, on va déjà rapatrier toutes les dispositions éparpillées et mettre dans un seul chapitre. Et le contenu, par exemple, c'est quoi? C'est plus de transparence, c'est plus de bonne gouvernance, c'est plus de redevabilité. Par exemple, il serait très intéressant de réécrire l'article 37 de la Constitution du Sénégal. Qui dit quoi? Qui parle de déclaration de patrimoine, qui parle de prestation de serment. La déclaration de patrimoine est encore une problématique, celle du président de la République. Parce qu'on dit que le président de la République, lui déclare son patrimoine. Mais quand? Avant de prendre fonction? Quand? Ça, c'est votre interprétation. C'est pas clair dans la loi? On dit 48 heures. Dans d'autres pays, on dit après la cérémonie de prestation. Donc, il faut préciser encore ces dispositions et contrôler la déclaration de sortie. Et ça, c'est des réformes constitutionnelles sur lesquelles le Sénégal est attendu. Il faut réécrire le serment, la cérémonie de prestation de serment. Il faut réécrire le texte. Qu'est-ce qu'il faudrait apporter? Par exemple, des nouveautés. C'est-à-dire, concrètement? Par exemple, la gestion des ressources naturelles. À ce niveau, c'est important. Oui. Où le président jure, en lisant le serment, qu'il ne va jamais utiliser les ressources naturelles à des fins autres que d'intérêt général. Prestation de serment. Dans certains pays comme au Congo, on dit, dans la formule de prestation de serment, il faut une dépolitisation de l'administration. Et ça, c'est important. Vous savez, dans le code de transparence, par exemple, il est dit que les directeurs des régies financières doivent être protégés contre toute influence politique. Donc, on peut réécrire, n'est-ce pas, ces articles, n'est-ce pas? Même si vous prenez la Constitution de la République centrafricaine, parce que c'est très important, parce que s'il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de démocratie financière. Le président, il dit, je jure de ne jamais violer le principe de la limitation du mandat. Donc ça, c'est des formules nouvelles qui doivent être introduites dans notre Constitution. L'article 27, on peut même réécrire. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats dans sa vie, comme la formule de la Constitution au Bénin, ou s'inspirer du Cap-Vert. Au Cap-Vert, par exemple, il n'y a pas de technique Poutine-Medvedev. Non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas revenir. Ouais. Donc, notre Constitution, on peut l'améliorer en termes de précision et surtout en termes de prise en compte des nouvelles problématiques émergentes qui nous ont rattrapés. Donc ça, c'est des réformes constitutionnelles, parce que les finances publiques aujourd'hui sont constitutionnalisées, n'est-ce pas? Dans beaucoup de pays, il faut aller augmenter les dispositions constitutionnelles relatives aux finances publiques. Il faut donc aller vers ce qu'on appelle un état de droit financier. Un état de droit dans lequel... C'est quoi un état de droit financier? Un état dans lequel la porte d'entrée n'est pas forcément l'élection, n'est pas forcément la question du mandat, mais plutôt l'argent public, gouverné par les finances publiques. Il y a des auteurs qui ont fait leur thèse de doctorat sur ça, et qui parlent de démocratie substantielle. J'aime bien rappeler, si vous le permettez, la thèse de Cheikh Diallo qui parle de démocratie substantielle. Il faut aller vers ça. C'est ça l'état de droit financier. Manger convenablement, se soigner, une éducation de qualité, un état de droit dans lequel il y a du pragmatisme pour résoudre les problèmes. Mais ça, c'est les réformes constitutionnelles qu'il faudra enclencher. Vous savez, entre 1960 et 2021, l'Afrique a connu plus de 633 élections présidentielles et législatives. 633 élections présidentielles et législatives. Donc, pourtant, il y a toujours la précarité qui est quotidienne. Donc, il faut changer de paradigme. Construire l'État en ayant comme porte d'entrée les finances publiques. Avec un soubassement des droits humains. Des droits humains. Oui. Et ça nous fait penser à des théories économiques comme celle d'Amartya Sen, indice de développement humain, n'est-ce pas, prix Nobel de la paix, qui dit que c'est la théorie des capacités. La démocratie, c'est pas seulement la séparation des pouvoirs, c'est pas la limitation des mandats, c'est pas seulement des élections libres et transparentes, c'est pas une décentralisation. La démocratie, elle est aussi substantielle, elle est réelle, c'est le vécu, c'est le quotidien. Des réformes constitutionnelles, mais aussi des réformes législatives et réglementaires. Il y a des lois qui doivent être révisées. Si on veut vraiment aller dans la loi sur la déclaration de patrimoine.
C'est un impératif. Aujourd'hui, on est en oui. 2000, on est en 2022, 23, 24. On ne peut pas connaître le patrimoine des ministres qui n'est pas rendu public. Et qui sont partis déjà. Alors, à côté, au Burkina, c'est sur Internet. Au Niger, c'est sur Internet. Il faut durcir aussi les sanctions. Lorsqu'un État, lorsqu'un ministre, par exemple, ou une autorité refuse de déclarer son patrimoine. Ça, il faut durcir les sanctions. Donc, il faut aller vers ces réformes, n'est-ce pas, réviser la loi sur la déclaration de patrimoine. Il faut légiférer. Oui, augmenter les pouvoirs de la Cour des comptes. Mais il y a aussi la création d'un parquet financier pour le judiciaire. C'est une réforme très intéressante. Qu'est-ce que cela peut rapporter? Oui, c'est pour la répression de la fraude, de la corruption, des infractions. Et ça, c'est bien. Cela va augmenter notre démocratie financière. Donc, il faut aller vers des réformes constitutionnelles, vers des réformes législatives, vers des réformes réglementaires. Prendre encore des textes pour que la démocratie financière puisse vraiment servir d'exemple comme modèle de formation d'un État. Alors, pour boucler cette émission, Abdelaziz Dabar Kébé, le capital humain. Quelle place pour le capital humain dans le fonctionnement de notre économie? Est-ce que, justement, ce capital humain est bien utilisé aujourd'hui pour booster notre économie? Il y a des politiques budgétaires importantes. L'évaluation montre qu'on a encore des besoins en termes de capital humain. Dans la loi des finances 2018, il a été dit qu'entre 2018 et 2023, on a besoin au niveau de l'enseignement supérieur de plus de 10 096 enseignants du supérieur. Ça, c'est l'évaluation qui a été faite. Il nous faut 1616 infirmiers, 525 médecins entre 2018 et 2023. Il faudra voir l'évaluation qui a été faite. Est-ce que les chiffres ont été atteints ou pas? Ça dit quoi? On a des besoins en termes de formation, en termes d'éducation. C'est très difficile parfois dans les amphithéâtres à l'université. Le nombre d'étudiants est très, très important. Mais on essaie de se débrouiller avec. Justement, il y a aussi à adapter la formation également. Oui. À connotation professionnelle. Oui, parce qu'aujourd'hui, quand vous jetez un regard sur justement les nominés en termes de prix Nobel, l'Afrique est très loin. Donc il faut renforcer la politique éducative en matière de formation. Et je crois qu'aussi l'État du Sénégal essaie, tant bien que mal, n'est-ce pas, d'orienter la formation, n'est-ce pas, à des métiers professionnels. Oui. Et ça, c'est parce qu'on parle beaucoup plus de métiers liés au pétrole, au gaz et tout ça. Mais est-ce que c'est là qu'il faut adresser justement? Entre autres. Oui. Entre autres, parce que vous savez, le Sénégal aussi a fait des découvertes de pétrole, de gaz. Il faudra créer les métiers du pétrole. Il faudra avoir des spécialistes en droit minier, en droit pétrolier, en gouvernance minière de façon générale, ou en gouvernance des ressources naturelles. Parce que c'est sûr que c'est des débats qui se posent et qui vont se poser demain, Inch'Allah. Justement, le président de la République est à quelques 5 mois de son mandat aujourd'hui. Quelle est justement la direction à prendre sur le plan économique, sur le plan aussi de la maîtrise de nos finances? Oui, c'est la gouvernance. Pour nous, au plan infrastructure, au plan politique social, au plan énergétique, c'était 925 heures, je crois, de coupure, ramené à 26. C'est très important, cette politique publique. Donc il y a des efforts importants. Mais le problème, c'est la gouvernance. Le problème, c'est la reddition des comptes. Il faut renforcer notre système de reddition des comptes. Parce que vous savez, les enquêtes de l'OFNAC montrent que 93% des Sénégalais disent connaître des cas de corruption. C'est en ligne, les enquêtes de l'OFNAC. 93%. Quand je regardais les statistiques, en 2021, c'est à peu près 700 déclarations enfin, si vous faites le nombre total de déclarations reçues entre 2014 et 2021, c'est 700 déclarations. En 2021, vous tournez autour de 80 déclarations reçues, de déclarations de patrimoine. Cela veut dire quoi? Mais cela veut dire que le champ des personnes assujetties à la déclaration de patrimoine est très faible. Et il faut l'élargir pour préserver nos ressources naturelles. Vous savez l'histoire d'un premier ministre qui avait démissionné parce que par erreur, par inadvertance, elle avait utilisé sa carte professionnelle pour payer des barres de chocolat.
En Norvège. Pour payer des parts de chocolat. C'est ça. Donc cela veut dire quoi? Que c'est ça, que la gouvernance, une réduction des comptes, la redevabilité, l'éthique, la dépolitisation de l'administration sont des chantiers sur lesquels le Sénégal est attendu pour atteindre le cap de l'émergence. Et cela devrait passer par l'éducation. Oui, l'éducation. Oui, en définitive, que cela débouche sur une culture, oui, d'État en termes de gestion. C'est ça, c'est ça, c'est ça. L'éducation, la formation, les services sociaux de base, de façon générale. La santé aussi, parce que le budget alloué à la santé est encore faible. Le budget de l'éducation, relativement, l'assainissement, ce sont les dépenses sociales, ce sont les questions sociales. C'est des questions sur lesquelles, voilà, il faudra trouver des solutions. C'est là où le président est attendu. Dépenses sociales. Le nouveau gouvernement déjà. Quelle est la direction à prendre pour ce nouveau gouvernement? Les 3 axes. Lesquels? Les 3 axes. Lesquels? Transformation institutionnelle de l'économie, capital humain, gouvernance. Il faudra renforcer ce qui a été commencé. Vous savez, on a eu des taux de croissance très intéressants jusqu'en 2019, où le taux a baissé. En 2020, c'était à 1,4. Mais quand même, sur la trajectoire 2014-2018, taux de croissance de 6%. Ça dit quoi? En termes de croissance économique, il y a eu des bons importants. Il faudra continuer à renforcer ces politiques en matière de transformation de l'économie. Il faudra aussi continuer les politiques sociales, bourse de sécurité familiale, CMU, etc. C'est des politiques sociales qu'il faudra contrôler. Mais en dernier lieu, la gouvernance. Dans certains pays, dans les plans économiques, la gouvernance, comme au Bénin, est le premier axe. Ici, on a transformation de l'économie, capital humain et gouvernance. Mais la gouvernance, elle est importante. Faire de sorte qu'on puisse avoir un système juridictionnel qui sanctionne véritablement les fautes de gestion et qui permet en tout cas de rendre transparente la gestion, parce que le Sénégal est mal classé. Mal classé. Vous savez que tous les États de la CEDEAO, à l'exception du Cap-Vert, sont dans la zone rouge en matière de corruption. La zone rouge, ce sont les États qui n'ont pas la moyenne, qui n'ont pas 50 points. Et le Sénégal est dans la zone rouge en matière de transparence, en matière de corruption, si on se réfère à l'IPC, indice de perception de la corruption. Abdou Aziz Dabakh Kébé, merci. C'est moi qui vous remercie. Ça a été un plaisir d'apporter l'éclairage sur l'état de nos finances publiques. Oui, mettre l'accent désormais sur les déterminants sociaux, mais également sur les déterminants économiques. Pour rappeler que notre invité est un professeur agrégé de droit public, chef du département de droit public et directeur du Centre d'études et de recherche en ingénierie juridique et financière, le CERIF, mais vous êtes également le président de l'Association sénégalaise de droit constitutionnel ASDC. Merci encore. Merci, M. Gueye. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Gardez l'écoute, vous êtes sur la 98.5 et vous avez bien raison. Au revoir. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé